Gérard Longuet, bonjour. Je rappelle que vous êtes sénateur UMP de la Meuse. C'est intéressant de vous avoir à ce micro aujourd'hui parce que vous avez œuvré, vous et d'autres, pour essayer de réconcilier les Français avec ce qu'il est convenu d'appeler le libéralisme. Je ne sais pas si vous voudrez préciser ça. Et puis on entend la semaine dernière Nicolas Sarkozy dire que le marché, c'est pas tout dans la vie. Et la question, c'est est-ce que en une quinzaine de jours, finalement, dans ce maelstrom, l'idée qu'on se fait du capitalisme ou du libéralisme en a pris un sacré coup, si vous me passez l'expression. Totalement. Vous avez totalement raison. Il serait malhonnête de prétendre le contraire. Mais dans le texte de Toulon, que j'ai lu le crayon à la main, il y a un éloge du capitalisme, de l'esprit d'entreprise et de l'économie de marché qui, comme l'a rappelé Nicolas Sarkozy, depuis 7 siècles en Europe, ont fondé le développement et ont permis d'ailleurs l'émergence du nouveau monde. Alors qu'il y ait une crise à cet instant, le capitalisme a toujours fonctionné par crise. C'est d'ailleurs la contrepartie de la liberté, c'est la contrepartie de la créativité, c'est la contrepartie de l'imagination. Prenons un produit qui est d'ailleurs tout à fait légitime, comme la titrisation d'une créance, pour la transformer en une... D'ailleurs, la titrisation d'une recette probable. Quand vous la transformez en créance, vous rendez un immense service, mais vous créez un risque. Et en effet, le capitalisme est une aventure. Mais au bout du compte, tout de même, qu'est-ce qu'on critique et qu'est-ce qu'on doit critiquer quand un système... c'est l'économie de marché ou c'est l'économie de casino? C'est les systèmes ou ce sont les gens? C'est peut-être personnellement le manque de culture économique et financière qui me frappe le plus. Vous venez de dire quelque chose de très juste. Jouer au casino, tout le monde a le droit de jouer au casino. Mais en général, on ne joue pas au casino l'argent du ménage. On joue une petite épargne, et on se dit, tiens, je vais prendre un risque pour me faire plaisir et pour avoir des émotions. Et le drame du système financier tel que nous vivons aujourd'hui, lorsque des banques, sur des produits très sophistiqués, notamment des produits dérivés qui sont d'une complexité effroyable et qui ont des effets de levier fabuleux, ont pris des risques, ils ont pris des risques avec de l'argent qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire avec l'argent du déposant. Donc de ce point de vue, en effet, il y a eu des choses qui n'étaient pas saines, mais qui sont, paradoxalement, le résultat de réglementations antérieures. Parce que là où je reprendrai le président de la République, c'est que souvent, la régulation, oui, mais où? Et à quel endroit? À quel moment? Pourquoi, par exemple, aux États-Unis, y a-t-il une différence entre les banques de dépôt, c'est-à-dire celles qui ont des réseaux et qui ont de l'épargne, et les banques d'investissement? Parce que justement, en 1929, peut-être il y a un certain temps déjà, la crise de 29 est née de ce que les déposants ont perdu de l'argent qui avait été engagé dans des banques financières. Et donc les Américains ont décidé de séparer. Et c'est parce qu'ils ont séparé qu'aujourd'hui ils ont ces difficultés. Je prends un deuxième exemple, la célèbre norme IFRS. C'est-à-dire cette norme comptable qui vous oblige, quand vous avez un actif dans vos comptes, de le déprécier en permanence si cette valeur se déprécie sur le marché. Alors, eh bien, cette norme-là a été instituée après l'affaire Enron pour protéger. Il s'avère aujourd'hui que cette régulation voulue pour combattre les effets de Enron, se retourne contre les entreprises et aboutit à la faillite de Lehman. Alors bon, donc si j'ai bien compris, il ne faut pas caricaturer. Il ne faut pas caricaturer et il faut surtout une éducation économique. Deux idées simples. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et il n'y a pas de recette miracle pour toujours gagner. Mais alors, précisément, une fois qu'on sait ça, on comprend le capitalisme. Précisément, Gérard Longuet, il y a tout de même là une crise qui est majeure. Enfin, le président de la République nous parlait d'être au bord de la catastrophe la semaine dernière. Donc, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut recoupler entre la finance et l'économie réelle? Qu'est-ce qu'il faut recoupler? Il faut donner du pouvoir à qui? Un mot très juste. Il y a un divorce, ou en tous les cas, entre l'économie réelle, c'est-à-dire la production de biens et de services qui s'échangent, et la représentation financière de ces biens et de ces services, il y a eu un décalage, et j'évoquais tout à l'heure les produits dérivés, il y a des anticipations qui sont trop brutales, et dont les effets de levier sont trop violents. Alors évidemment, à la hausse, on l'a vu avec la bulle Internet il y a quelques années, à la hausse tout le monde est content. Et puis le dernier qui se fait attraper, avec des valeurs qui sont disproportionnées avec la réalité économique de l'entreprise, eh bien celui-là perd tout. Mais là, on revient sur un problème qui est, à mon avis, beaucoup plus un problème d'éducation au capitalisme. Le capitalisme, cela s'apprend. On ne peut pas en permanence... Quand une entreprise vaut 30, 40 fois son PER, c'est pas raisonnable. Ça ne peut aller que dans le mur. Et d'ailleurs, les gens qui s'en sortent dans ce pays aujourd'hui, ce sont les gens qui ont une tradition capitaliste, qui ont souvent d'ailleurs perdu un peu d'argent et qui après ont les bons réflexes. Or, nous sommes dans une société de communication, une société émotive, une société amnésique. Quand il y a un élan, tout le monde veut être gagnant,
Et on oublie simplement que, là encore, je me répète, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et tout le monde ne peut pas être gagnant. S'il y a beaucoup d'offres et pas de demandes, il y a un moment où on se plante. Alors, côté réflexe, on a un président de la République... Mais le président se bat. Et le président est dans sa fonction. Je pense que dans le crédit, il y a le mot confiance. Et cette crise, pour l'essentiel, vient quand même des États-Unis. Elle vient quand même de ces prêts et de ces prêts incertains. Il n'est pas complètement anormal que la solidarité française, compte tenu de ce que l'État nous prend en termes d'impôts depuis très longtemps, chaque jour, eh bien que la grande machine de solidarité fonctionne pour protéger les épargnants. Et je dis bien pour protéger les épargnants. Alors, on a sauvé, Dexia, par exemple, ça a coûté, je crois, 3 milliards d'euros pour l'instant. Et puis, vous, je sais, Gérard Longuet, vous n'êtes pas trop favorable au mode de financement du RSA, ce qui revient à 1,5 milliard. Donc, est-ce que vous vous dites, tiens, ça peut choquer l'opinion, mais bon, c'est une affaire de principe, ce sont mes principes. Le choix du gouvernement est très simple. Il a fait le choix de la protection des épargnants et des déposants. La légitimité de l'autorité politique, c'est de protéger. Autrefois, on protégeait aux frontières, et là, on protège contre une véritable agression, une agression de l'esprit contre le bon sens. Certains dirigeants ont créé en quelque sorte une agression contre le bon sens, avec des imaginations absurdes. Eh bien, le rôle de la politique, c'est en effet de protéger. Simplement, il y a un moment où il va falloir payer. Et c'est le contribuable qui va payer. À partir du moment où il paye, il a un certain nombre de droits à obtenir. Et en particulier, la clause de retour à meilleure fortune. Car beaucoup de ces prêts, aujourd'hui, sont en apparence des catastrophes à cause de cette norme IFRS de la valeur de marché. Les marchés, ça se retourne, il faut un peu de patience. Le bénéfice de l'État, il en a deux. C'est qu'il a la solidarité et il a la pérennité dans le temps. Il est en mesure d'étaler le marché. Ce que je lui suggère, c'est d'étaler le marché, mais pas de le nier. Donc il est urgent d'attendre, dans une certaine mesure. Non, pas du tout. Oui, il est urgent d'attendre. C'est-à-dire qu'on a des actifs et il ne faut surtout pas... L'État est en mesure d'éviter la panique. Voilà. Alors Gérard Longuet, vous êtes sénateur, je le disais, sénateur UMP de la Meuse, vous avez un nouveau président depuis hier, j'imagine que vous en êtes satisfait. C'est un sénateur formidable, il est travailleur, il est chaleureux, il recherche des solutions, il connaît ses dossiers, donc bon, moi je veux dire, c'est un bon choix. Vous avez beaucoup d'amis, Jean-Pierre Raffarin était un de vos amis aussi, on le dit très outré par ce qui lui est arrivé. Alors il y a des problèmes techniques internes à la majorité, c'est de la cuisine interne, il est difficile de faire plaisir à tout le monde tout le temps. On a beaucoup parlé du Sénat ces derniers temps, et pas seulement en bien. On se pose des questions. Par exemple, on a parlé du trésor de guerre du Sénat, 1,5 milliard d'euros. Encore une fois, je reviens, c'est pour vous taquiner, mais ça non, mais c'est au financement du RSA, par exemple. Non, j'accepte volontiers ce type de remarque. Nous sommes dans une société totalement transparente. C'est quelque chose que tout le monde doit accepter. Et chacun, dans ce qu'il gère, y compris le président du Sénat, les questeurs qui gèrent l'administration du Sénat, doivent être en mesure de rendre compte. Or, il faut savoir une chose très simple. Nous avons un régime de retraite, que les sénateurs en bénéficient peu, parce qu'en général, ils préfèrent rester sénateurs le plus longtemps possible. Donc, ils cotisent beaucoup et ils ne touchent pas de retraite. Accumulé depuis 50 ans, ça finit par faire de l'argent. Bon, ça appartient au Sénat. On peut imaginer que ces sommes soient, ce serait mon souhait, affectées à un meilleur fonctionnement de l'institution, car nous avons besoin de parlementaires équipés sur le plan humain pour pouvoir travailler les textes, faire des propositions, contrôler l'action du gouvernement et avec la réforme constitutionnelle, être à l'image des parlementaires américains de véritables censeurs. Alors, on dit, si on fait un peu de mathématiques, Gérard Longuet, que d'ici 3 ans, finalement, cette assemblée pourrait passer à gauche si on se réfère aux dernières élections sénatoriales. C'est exact. Ça vous fera de la peine Je veux dire, les électeurs, ils choisissent librement leurs maires, leurs conseillers généraux, leurs conseillers régionaux. À partir du moment où vous gagnez des élections, vous gagnez des assemblées, notamment l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et puis si vous les perdez, vous en tirez les conséquences. C'est la loi de la démocratie. La différence, en effet, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est que d'une certaine façon, l'évolution politique du Sénat est prévisible. Or, en effet, la prévision aujourd'hui, c'est que la gauche puisse être majoritaire au Sénat dans 3 ans. En attendant, il y a des choses à faire et des réformes à reprendre. De toute façon, c'est pas une tragédie. La gauche existe, elle a le droit de vivre. Il paraît, on appelle ça l'alternance. Je vous remercie Gérard Longuet, bonne journée.